Pour commencer, je vous encourage de faire ça. Question de booster et de casser le plateau, vous savez comment ça marche. Faites ça avant de commencer, ça fera beaucoup de plaisir. On y va. Ne surpassez jamais le maître. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs à vous. Ne surpassez jamais le maître. Je sais que beaucoup de personnes ici ont besoin d'aide parce que malheureusement, beaucoup ne savent pas comment vivre avec les gens. Dans la vie, vous remarquerez, beaucoup de gens atteignent le sommet, non pas par leur qualification, mais parce qu'ils savent comment vivre, comment naviguer autour des humains. Donc, je peux vous dire, votre caractère peut vous ouvrir des portes que votre diplôme ou vos diplômes ne peuvent pas vous ouvrir. Votre caractère peut vous ouvrir des portes qu'un diplôme ne peut jamais vous ouvrir. On va avoir ici 4 points très intéressants. Si le temps nous permet, on fera peut-être plus. Je suis convaincu que vous en tirez une leçon très importante. Ne surpassez jamais le maître. Jamais le maître. C'est-à-dire, il ne faut jamais surpasser ou essayer de surpasser son supérieur. Donc, si vous travaillez par exemple dans une entreprise et que vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous trouvez le manager en train de recruter, on vous recrute, vous faites belle impression, très intelligent, très éloquent, très diversifié. Il faut faire très attention. En essayant d'impressionner, en essayant de faire trop étalage de vos talents, vous pourriez obtenir l'effet inverse de vos supérieurs. Les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Donc, beaucoup de personnes, moi je vais vous raconter une histoire. Je connais une personne avec qui on a travaillé pendant un temps. Dans une entreprise, je me souviens à l'époque, je traversais un moment difficile. Je suis rentré travailler dans une entreprise de, comment vous appelez ça, un call center, un truc comme ça. Maintenant, le chef, c'était quelqu'un de... Le manager adjoint était court, de taille, petit, pas très éloquent, tout ça. Il y avait un monsieur qui venait à peine, un monsieur d'un pays francophone africain, vous savez, s'habille toujours très bien en rouge, chaussures, tout ça, parle très bien français à la Mélenchon. Et il a voulu impressionner au point où il a commencé à corriger même ce manager, disant non, là je pense que là il y a erreur, hein. Il y a erreur. Je pense que là on peut faire ça différemment. Je pense que au lieu d'appeler les clients comme ça, on pourrait faire une liste. Il a commencé à corriger le manager même devant ses collègues dans d'autres départements. Il ne le faisait pas intentionnellement dans l'objectif de le noyer. Il le faisait espérant faire belle impression. Ouais. Son objectif était de faire une bonne impression. Mais en essayant de le faire un peu de trop, en corrigeant les fautes d'orthographe du manager, en essayant de structurer des plans que le manager n'avait pas structurés, ou de modifier les plans que le manager avait instaurés, le monsieur s'est fait révoquer. On lui a trouvé une excuse bidon. C'était un excellent travailleur, un bon travailleur qui venait en tout cas qui venait là, il était exemple pour beaucoup de personnes. Mais son caractère, plus ou moins, je ne dirais pas nécessairement arrogant, mais le besoin de briller un peu trop lui a coûté sa place. Vous allez dans un milieu, vous trouvez un manager qui est faible. Ça peut arriver. Ça ne sert à rien de dire le manager est faible. On est impressionné par moi. Non, c'est toi qui t'imposes. Tu peux aller dans un milieu, tu es plus fort que le manager. C'est clair, et il le sait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de dire il faut faire ça, je pense qu'il faut faire ça. Il faut dire manager, votre idée est très belle, c'est une très bonne idée. J'aime bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous nous demandiez de faire ça comme ça, si vous nous exigiez de faire ça comme ça, je trouve que ça pourrait être encore plus efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous nous demandiez, donc tu transformes l'idée, ce n'est plus ton idée, c'est l'idée du manager ou du chef. Je pense qu'on pourrait faire ça comme ça. Je pense que si vous nous demandiez de faire ça comme ça, ça serait plus efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne lui faites pas d'ombre. Vous êtes intelligent, doué, outillé, mais là, vous ne lui faites pas d'ombre. Là, vous lui donnez l'impression que c'est son idée à lui. Ah, il te dira, ah oui, je pense que oui, j'arrive, donne-moi une seconde. Il va dans son bureau, il revient te dire, bon, tu avais tout à fait raison. Ok, vous allez faire ça comme ça. Là, le manager va encore t'aimer plus. Et peu à peu, tu vas remarquer le manager commencera à venir même vers toi pour te poser des questions. Je pense que j'ai une idée comme ça. Toi, tu lui dis, tu prends son idée, ou tu prends ton idée, tu mélanges ça à son idée, et tu donnes l'impression que c'est son idée à lui.
Pas que bon, je pense qu'on peut faire ça, non. Tu dis, chef, vous savez, vous m'avez beaucoup inspiré quand je suis arrivé ici. Et à travers vous, j'ai changé ma façon à moi de travailler. Je pense que si vous paramétriez les choses de manière différente. Si vous nous disiez par exemple de venir à 7 h du matin et pour partir à 15 h, je pense que ça serait, je ne sais pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de nous confirmer. Le chef a l'impression que c'est lui qui décide. Mais en réalité, ce n'est pas lui, c'est vous. Ne faites jamais de l'ombre au maître. Ne le surpassez jamais. Vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes dans un bureau d'avocat, vous êtes dans un moment d'apprentissage, faites-vous petit. Vous êtes devant un professeur, vous voulez acquérir de la connaissance, vous êtes devant un maître, faites-vous petit dans l'objectif de gagner la connaissance d'abord. Acceptez des choses, des fois qu'on ne peut pas accepter pour gagner la connaissance, jusqu'à ce que vous ayez gagné sa confiance. Si vous essayez de surpasser le maître en essayant de briller un peu trop fort, ça arrive souvent chez les femmes, hein. Tu t'habilles un peu trop bien, tu parles un peu trop comme à la Mélenchon, tu sors de mots peu communs devant des gens qui n'ont pas ces capacités-là. Tu seras l'ennemi. Même si tu n'as rien fait de mal, tu vas commencer à prier disant « Oh Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait ?» C'est la jalousie. Non, ce n'est pas la jalousie, c'est toi qui es venu un peu trop fort. Hein? C'est ça les humains. Aucune personne ne veut sentir ou avoir l'impression que toi, en venant, ton arrivée va ouvrir la porte à la possibilité d'être chassé ou de ne pas être indispensable. Tu dois toujours donner l'impression à ton chef qu'il est indispensable. Tu viens dans un bureau, tu es une femme, tu trouves quelqu'un qui ne parle pas bien comme toi. Je connais une histoire d'une femme venue de Paris, venue travailler à la radio dans un pays africain. Avec son accent là, tout ça, il a pris la place, hein, tout le bazar. Il y avait une dame qui travaillait là depuis très longtemps, une belle décennie. Hein. Voilà, elle a... malheureusement, c'est tendance, elle a fait des études à Bordeaux, tout ça. Peu après, on lui a dit, ma chère, avec tes corrections des Français, là, c'est très bien, mais ici, là, c'est nous les chefs. Voilà, j'étais dehors. Bon, ça sert à quoi de sortir les pleurnicher? Non, on a été jaloux de moi. Non, il faut éviter d'en arriver là. Tu peux progressivement entrer dans la porte, la grande porte, et petit à petit, mollo, évoluer et atteindre le sommet. Intelligemment. Au fait, les meilleurs combats de la vie se gagnent dans l'intelligence, dans la malice, pas dans la force. 2. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Je sais que ça semble bizarre d'entendre ça. Vous savez, dans la vie, il faut comprendre la vie. Il faut comprendre la vie pour vivre la vie. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui n'ont pas fait des grandes études, mais qui ont beaucoup d'argent, qui vivent bien. Pendant que toi, tu es là pour corriger. Ah, il aurait dû faire ça. Il aurait... Tout ça là. Mais toi, tu vends les poissons séchés ou les poissons fumés, pendant que lui, il est dans la grande vie, dans la grande voiture. Pas pour négliger ceux qui vendent des poissons fumés, c'est pour dire seulement. Bref. Il faut savoir comment la vie. Les gens qui réussissent le mieux dans la vie ne sont pas les plus doués ou les plus outillés sur le plan intellectuel. Ce sont des gens qui comprennent comment la vie fonctionne. Ne vous fiez pas à vos amis, servez-vous de vos ennemis. À supposer que vous vivez dans une maison, ok? Il y a un enfant avec qui vous avez déjà eu un problème dans le passé. Et vous avez vos enfants, qui sont évidemment vos enfants. Vous les laissez à la maison, vous voulez faire un voyage de 2 jours. Cet enfant est venu chez vous. Okay? Vous avez déjà eu un petit problème, c'est peut-être l'enfant de ta grande sœur. Okay? Vous l'avez déjà corrigé une fois en public et il a pleuré, tout ça. Mais il vit chez vous pendant un temps. Le temps que votre grande sœur revienne, ou peu importe. Cet enfant qui est votre neveu, votre neveu ou votre nièce vit avec vos enfants. Et vous voulez faire un voyage pour rentrer. Et vous avez l'argent dans la maison. Vous dites, il y a l'argent dans la maison ici. Qui est-ce qui sera prêt à faire tout ce qu'il faut pour pas que l'argent se perde dans la maison? Vous avez un enfant avec qui vous avez déjà eu un problème, ou un enfant d'un voisin, ou un enfant d'une sœur, qui est chez vous pendant que vous êtes absent avec vos enfants. Qui est l'enfant qui fera tout pour que l'argent ne se perde pas, sachant que vous avez déjà informé, il y a l'argent dans la maison? C'est cet enfant-là qui fera tout pour que l'argent ne se perde pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que si l'argent se perdait, le suspect numéro 1, ça sera qui? Méfiez-vous de vos amis. Je sais que ça sonne bizarre. Malheureusement, c'est ça le monde dans lequel on vit. Servez-vous de vos ennemis. Un ennemi, c'est-à-dire un ex-ennemi. Là, je parle d'une personne avec qui vous êtes déjà pris la tête dans le passé. Au fait, les personnes avec qui vous êtes pris la tête dans le passé ne seront pas éternellement mauvais. Il y a des gens avec qui vous êtes pris la tête, ils se sont corrigés. Ils ont compris que, j'avais tort. Il y a ceux-là aussi qui sont naturellement mauvais, vous les identifierez. Vos ennemis ou vos ex-ennemis feront tout pour confirmer que l'histoire est passée. Vous n'êtes plus en problème. Une personne avec qui vous êtes pris la tête dans le passé, dans le business, dans l'amitié, vous sera plus loyal si vous arrangez qu'une personne
que vous croyez amis. Parce qu'aujourd'hui, la définition d'amitié n'est pas tout à fait ce que vous pensez. Je sais que c'est très glissant, il faut faire très attention, mais c'est un principe qui fonctionne. Numéro 3, dissimulez vos intentions. Dissimuler vos intentions, c'est très important. Il ne faut pas que le monde comprenne tu vas où, tu fais quoi. C'est qui l'homme de ta vie, c'est qui la femme de ta vie, qu'est-ce que tu cherches. Il faut dissimuler les intentions. Parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas détruire. On ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Quand les gens vous vilipendent ou vous médisent, on parle de quoi? De ce qu'on connaît sur vous. Donc quand vous étalez vos moyens de revenus, vous étalez vos sources de revenus surtout. Quand on veut vous détruire, on fera quoi? On va aller chercher les sources de revenus. Quand vous postez votre patron, le blanc là, suédois, votre petit ami, le blanc afghan, peu importe. Quand on veut vous torpiller, on fera quoi? On va aller toucher là-bas. Quand on veut détruire votre famille, on fait quoi? On va chercher vos photos sur Facebook pour savoir qui il faut insulter, c'est qui il faut torpiller, ce qu'il faut toucher. Dissimulez vos intentions. Les choses les plus importantes de votre vie doivent être gardées à un certain degré personnel, secret, si nécessaire. Quand vous voulez quelque chose de quelqu'un, il ne faut pas toujours aller le dire ouvertement. Je vous donne un exemple. Avez-vous remarqué que la banque ne fait de prêt qu'à une personne qui n'a pas besoin d'argent? Ceux qui ont vraiment besoin d'argent, on ne leur donne pas l'argent. La banque ne prête qu'à ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire quand vous allez demander de l'argent, même à une personne, si vous montrez à une personne que vous n'avez vraiment pas d'argent, il y a de fortes chances qu'elle dise non. Mais si vous donnez l'impression que vous en avez, vous n'en avez pas vraiment besoin, mais c'est simplement en cause de circonstances, il y a de fortes chances qu'il vous en donne. Dissimulez vos intentions. Quand vous voulez dire à votre femme, par exemple, ok, je veux partir en congé, vous avez besoin de prendre un congé de 5 jours pour aller avec vos potes, tout ça, aller vous amuser. Vous voulez voyager. Ne dites pas à votre femme, je veux partir pour 5 jours. Est-ce que je peux partir pour 5 jours? Elle dira non. Il faut lui dire, je veux voyager pour 2 semaines. Justement, elle va crier. Comment ça 2 semaines? Pour aller où? Avec qui? Vous restez sur ce point pendant 10 minutes. Ensuite, vous dites, bon, ok, d'accord, dans ce cas, je n'irai plus pour 2 semaines. Je vais aller pour 5 jours. Il y a plus de chances qu'elle dise oui aux 5 jours qu'elle ne dise oui aux 2 semaines. Mais votre intention était déjà, depuis le départ, 5 jours. Ce n'était pas 2 semaines. Vous avez commencé par 2 semaines, ensuite vous êtes retombé à 5 jours. 2 semaines, sachant qu'elle va refuser, mais elle accepterait considérablement par rapport à une comparaison à 2 semaines. C'est plus acceptable de te laisser partir pendant 5 jours que de te laisser partir pendant 2 semaines. Dissimulez vos intentions. Que les gens ne vous comprennent pas. Au fait, les gens ne respectent pas ce qu'ils comprennent du début à la fin. Si on vous comprend, on sait comment vous vivez, où est-ce que vous partez, comment vous gagnez votre argent, combien vous en gagnez, vous en avez où, personne ne vous respecte. Quand vous allez vers une femme, lui montrer directement que vous voulez d'elle, vous êtes fou amoureux, elle ne veut plus de vous, même si elle n'est pas de votre niveau. Je répète ça. Vous allez vers une femme, vous lui montrez immédiatement que vous voulez d'elle. Il y a de fortes chances qu'elle ne veuille plus de vous, même si elle n'est pas de votre niveau. Parce que vous avez exposé vos intentions. Par contre, quand vous allez, salut, comment ça va, vous allez bien, tu discutes avec une personne sans vraiment dévoiler tes intentions. Elle a envie, mais pourquoi il m'appelle, mais pourquoi il me cherche, mais qu'il crache le morceau. C'est ça, dissimulez vos intentions. Et pour finir, dites moins que nécessaire. Il ne faut pas parler. Il y a des gens qui parlent tellement bien français, qui parlent. Plus vous en dites, moins vous paraissez maître de vous-même. Et plus vous paraissez banal. Dites-en toujours moins que nécessaire. Quand on vous pose une question, répondez avec 2, 3, 4 mots. Fini. Il ne faut pas donner des explications. Bon, en fait, moi, dans ma vie, vous savez, pendant cette année, en 1989, mon père, ou en 97, on s'est déplacé. Non. Il y a des gens avec qui vous parlez pendant 5 minutes. Vous avez déjà compris où est-ce qu'il est né. Il a fait l'école primaire à quelle école. Ils sont combien dans leur famille. Combien il a gagné la dernière fois. Non. Un homme n'est pas comme ça. Un vrai homme est mystérieux. Regardez les personnes que vous respectez sur Terre. Que ce soit des présidents, que ce soit des chefs d'entreprise, sont des gens mystérieux. Le mystère fait de l'homme une puissance, quelquefois, qu'il n'est même pas. Ne dites pas trop des choses. Vous avez un employé qui vient, par exemple, qui ne fait pas son travail correctement. Il ne faut pas raconter du lundi à dimanche ce qui va se passer, ce qu'il risque de vivre, tout ça. En fait, même peu importe la situation, que ce soit une personne en train de vous mettre dans l'inconfort, ne me touchez pas.
Au lieu de, si tu me touches, je vais te taper. Non, on comprend déjà, ah, si je te touche, c'est moi, tu vas me taper, tu vas faire. Ah. Touchez-moi encore une fois. Vous voyez la différence? Si tu me touches, je vais... Touchez-moi encore une fois. Vous voyez la différence? Quand tu dis à quelqu'un, si tu me touches, je vais faire ça, il dit, ah, c'est ça que tu vas faire. Mais dites-lui, touchez-moi encore une fois. Il se pose la question. Qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qui fait plus peur? Touchez-moi encore une fois. Dites-en moins que nécessaire. Plus vous parlez, plus vous paraissez banal. Et plus vous risquez de faire des erreurs. Regardez Poutine. Bon, Poutine, ce n'est pas un homme parfait, mais regardez comment il... Regardez le niveau de charisme. Une personne charismatique dans les circonstances de guerre parle très peu. À moins que vous ne soyez un prêcheur, un pasteur, un évangéliste, un professeur, on pourrait comprendre, un enseignant. Mais une personne normale, intelligente et forte, parle très peu. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de ferveur qu'on échange avec vous. Nous avons une nouvelle chaîne en anglais, Zach Mwekasa in English. Allez jeter un coup d'œil, je suis certain que ça va vous intéresser. Et à très bientôt. Au revoir.